Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence La France et Solidarność au cours des années 80, relier, témoigner et agir. Je voudrais, avant de dire quelques mots sur cette conférence, inviter Monsieur l'ambassadeur qui nous fait l'honneur d'ouvrir et de présenter sa bienvenue, Monsieur Frédéric Billet. Donc, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous, chers amis, dzień dobry wszystkim, szanowni państwo, bardzo się cieszę. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'être avec vous à l'occasion de l'inauguration de cette conférence 1980 Francja Solidarność, relier, témoigner, agir. En général, lorsque je prononce un discours, je n'aime pas parler de moi-même, mais aujourd'hui, à titre exceptionnel, ce qui m'y invite et m'incite, ce sont les circonstances particulières. Donc, je vais me faire un effort, je vais me forcer. Encore que mes premiers souvenirs de Pologne aient presque 40 ans, il s'avère qu'ils sont toujours très vivants et n'ont pas du tout disparu avec le temps. Premièrement, je garde un souvenir très net des grèves du mois d'août qui étaient couvertes par nos médias français et je l'avoue, à l'époque, nous ne nous rendions pas compte que c'est allait provoquer un tournant. C'était le début d'une forte vague d'empathie de la part de la France, de la part de simples citoyens français à l'égard de la Pologne, parce que toute l'opinion publique française redécouvrait la Pologne. C'est alors que, relativement vite, car dès septembre 1980, la première délégation française de syndicalistes français s'était rendue en Pologne à l'invitation de Solidarność. Elle était composée de telles personnalités comme Edmond Maire ou Jacques Chirac. Un an plus tard, il y a eu la revisite de Solidarność en France avec Lech Wałęsa, présidé par lui. Qui plus est, c'est que c'est dans la nuit du 12 au 13 décembre, la délégation syndicale française CFDT a quitté Varsovie après avoir signé une convention de coopération avec Solidarność et que quelques heures plus tard à peine a été décrétée la loi martiale en Pologne. Avait-ce été là un concours de circonstances ou un signal d'envoyer? La question demeure ouverte. La loi martiale décrétée en Pologne a provoqué un choc, non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe. Il a eu aussi une vaste réaction en France, tant dans les milieux syndicaux comme dans la société tout entière. L'empathie à l'égard de Solidarność n'arrêtait pas de croître en touchant ouvriers, intellectuels, églises, mais aussi le commun des mortels. En France, au niveau de presque toutes les régions, il y a eu des associations de Solidarność qui soutenaient intensivement le mouvement en Pologne sur plusieurs plans, dont celui matériel et financier. Le chemin parcouru par Solidarność coupait le souffle et quoiqu'il ouvrit la période de déclin du communisme, il fallait encore faire preuve de vigilance car nous craignions tous une intervention brutale de l'extérieur. La situation pouvait donc échapper au contrôle. Or, la goulée de liberté happée par les Polonais a été tellement grande que l'avalanche
ne faisait que continuer de descendre chaque jour plus bas pour devenir, avec le temps, irréfrénable. Aujourd'hui, en portant notre regard vers l'arrière, on peut dire que la naissance de Solidarność nous a beaucoup appris. Premièrement, cette sympathie polonaise entre la France et les Polonais a fait que la France a été ce pays européen où la solidarité de la communauté à l'égard de la Pologne a été grande. D'où cette grande mobilisation des Français pour répondre aux demandes et aux besoins des Polonais. Deuxièmement, le refus de fatalisme. L'histoire n'est jamais écrite par avance. De simples citoyens et ouvriers d'un pays ou État, étant sous le joug de l'occupant, ont décidé de résister et de refuser de capituler, surtout s'agissant de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, cette dignité humaine qui mobilise et forge les citoyens, qui relie les gens en les stimulant au combat. De toute façon, tous ces éléments ainsi que le message de Solidarność demeurent de toute actualité et n'a rien perdu de sa pertinence. À la fin, je voudrais remercier de tout cœur tous ceux qui ont contribué à l'organisation et au succès de la conférence d'aujourd'hui. Je suis particulièrement reconnaissant à vous tous et vous souhaite de fructueux débats. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ces mots que je trouve très touchants. Donc, je m'appelle Nicolas Maslowski, je dirige le Centre de civilisation française et je dois dire quelques mots pour ouvrir cette conférence, des mots de bienvenue. Cette conférence, d'abord, je vais commencer de manière institutionnelle, est organisée par l'ambassade de France. Et je trouve que c'est formidable que la France se souvienne d'une telle époque, qui était une époque qui, je crois, en tant que spécialiste en sciences sociales, extrêmement importante dans les relations entre les deux pays, mais aussi pour chacun de ces pays à l'intérieur. Ensuite, et dans l'ambassade, je tiens à souligner en passant le rôle très spécial, majeur dans l'organisation de Madame la conseillère Anna Scherner-Drieux, avec qui nous collaborions. Cette conférence est aussi organisée par notre Centre de civilisation française, qui vous accueille ici. C'est un centre de recherche franco-polonais en sciences sociales, l'Institut français, avec les partenariats médiatiques de Tygodnik Powszechny et Rzeczpospolita. En cette date anniversaire, cette conférence s'inscrit dans un ensemble de conférences qui ne sont pas toujours coordonnées au Sénat français. Lundi, nous aurons une rencontre à la Sorbonne, mardi, tous sur des sujets proches. Pourquoi tant de conférences? Mais parce que c'est un anniversaire très important de solidarité entre les peuples dont on parle. Un mouvement populaire géant, comme monsieur l'ambassadeur l'a souligné, il y a 40 ans, alors a traversé la France, durant Solidarność et au moment de l'état de guerre, provoquant des manifestations de rue, de l'aide humanitaire et des mouvements de solidarité avec les dissidents. Ces mouvements réunissaient des hommes de droite et de gauche, des ouvriers et des intellectuels, des artistes, des citoyens. Dans notre centre de civilisation française, îlot français à l'université de Varsovie, le directeur Michel Kochul s'était enfermé solidaire et au début de l'état de guerre dans l'université de Varsovie, et les collègues de l'ambassade lui apportaient des vivres par les fenêtres rue Obojna. À titre personnel, j'avais 9 ans et j'étais déjà habitué à distribuer des photos de prisonniers politiques et habitué aux activités du comité de solidarité avec Solidarność, qu'avaient alors co-créé mes parents à Grenoble, une des très nombreuses initiatives qui ont traversé toute la France. Le programme de notre conférence est très riche.
C'est pour ça aussi que j'en appelle aussitôt au respect des temps de parole, parce qu'il va falloir faire attention que tous puissent parler. Et nous aurons normalement à 13h l'occasion de vous inviter au 3e étage pour un repas. Après ces mots un peu organisationnels, je dois vous dire que c'est donc avec beaucoup d'émotion que nous accueillons cette conférence, malgré une situation compliquée, sanitaire. C'est pour ça que je salue aussi notre public en ligne, qui est bienvenu, et nous pensons à vous, même à distance. Je suis heureux que quelques-uns d'entre nous puissent être ici sur place, et nous essaierons de porter les masques quand nous ne serons pas en train, évidemment, de parler pour intervenir lors de cette conférence. Et enfin, voilà, la conférence est avec traduction simultanée. Je remercie d'avance les traducteurs. Et maintenant, laissez-moi inviter Monsieur Pierre Buller, Monsieur l'ambassadeur, ancien ambassadeur de France en Pologne, pour une introduction générale sur Solidarność et l'introduction à la loi martiale du 13 décembre 81. Dzień dobry. Bonjour, je me réjouis d'être de nouveau à Varsovie, rue Dobra, où je reconnais des visages connus et amis, malgré les masques. Je vous souhaite bienvenue. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette conférence importante. Je vais parler aujourd'hui de Solidarność en tant qu'utopie de la liberté. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de traduire mon intervention en polonais. Je l'ai terminée ce matin, mais j'ai la pleine confiance en les interprètes. Ils sauront le faire en polonais. L'utopie de la liberté, c'est ainsi que j'ai intitulé mon intervention, car solidarité aura été une de ces utopies humaines qui, certes, brisée dans son élan par l'événement dont nous commémorons, si j'ose dire, aujourd'hui les 40 ans, Solidarité n'a pas été ensevelie dans la répression qui s'est ensuivie. Bien au contraire, ce mouvement qu'incarne Solidarité deviendra, moins de 10 ans plus tard, au fond, l'accoucheur de cette utopie. C'est avec le recul de ces 4 décennies que je voudrais vous proposer de resituer ce mouvement emblématique dans son contexte historique. Et c'est une démarche qui me paraît d'autant plus nécessaire aujourd'hui, d'autant plus nécessaire que des efforts sont déployés par les pouvoirs en place et leurs idéologues pour réécrire l'histoire, pour l'instrumentaliser à des fins politiques et fabriquer un récit national. Ce sont là des procédés qui étaient monnaie courante dans les régimes communistes que j'ai bien connus, mais qu'on voit refleurir aujourd'hui en Russie, en Chine et ici même en Pologne. Solidarité a été donc une singularité de l'histoire du XXe siècle. Non pas un effet collatéral du jeu des forces géopolitiques, des plaques tectoniques même, de ces forces et du jeu de ces plaques qui en ont déterminé le cours, mais en ce que ce mouvement a agi comme à la fois un levier et un ferment qui ont perturbé l'ordonnancement de ce jeu et ont véritablement dévié le cours de l'histoire vers une nouvelle avenue. Alors cette avenue peut nous paraître avec le recul évidente. C'est évidemment celle de l'inéluctable implosion de ce totalitarisme incarné par le bloc soviétique, mais qui, à l'époque, n'avait rien d'une évidence à vue humaine, à tout le moins.
Cette singularité, donc incarnée par Solidarité, ne relève pas de la contingence historique, ni d'ailleurs d'une vocation messianique, comme on pourrait être tenté de l'invoquer ici ou là, mais d'une logique plus profonde. En effet, lorsque le rideau de fer est tombé sur l'Europe selon les lignes tracées par les trois puissances, l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni à Téhéran, d'abord en novembre 1943, puis à Yalta et à Potsdam, lorsque ce rideau est tombé, les régimes installés par Staline se sont enracinés avec plus ou moins de facilité face à la résistance des peuples qui se trouvaient, hélas, du mauvais côté de cette ligne. Et c'est une résistance qui a été à chaque fois réprimée dans le sang. Et tel a été le cas en République démocratique d'Allemagne en juin 1953, à Poznań, ici en Pologne, en juin 1956, en octobre de la même année à Budapest, puis à nouveau en 1968, lorsqu'il s'est agi d'étouffer le printemps de Prague. Et à chaque fois, la chape de plomb est retombée, avec des modalités différentes, brutales en RDA et en Tchécoslovaquie, plus accommodantes en Hongrie, où Kadar s'est ingénié à inventer ce qu'on appelait le socialisme du goulash, et même en Pologne, où Gomułka, le communiste national, entre guillemets, a pu faire naître un espoir, mais un espoir vite éteint. Et pour autant, ce système totalitaire en apparence inexpugnable, était en proie à un phénomène de dégradation, tel un système physique soumis à un processus d'entropie. Et je dirais que, pour rester dans la métaphore de la physique, le sismographe le plus sensible de cette dégradation était la Pologne. La Pologne, c'est-à-dire ce peuple polonais immunisé contre la résignation par une longue occupation sous le joug de trois empires et à nouveau durant la Deuxième Guerre mondiale, des occupations à chaque fois émaillées d'épisodes insurrectionnels remarquables. Cet esprit de résistance, cette aspiration irrépressible à la liberté et à l'indépendance, on ne cessera de les retrouver par la suite, avec la révolte des étudiants en mars 1968, suivie par le ressac nationaliste et antisémite qu'a organisé le Parti communiste, puis avec les émeutes de la Baltique en décembre 1971. Et c'est dans cette histoire tourmentée, parfois glorieuse, parfois tragique, dans cette histoire tourmentée que plongent les racines de Solidarité. Un changement climatique, et au sens politique s'entend, un changement climatique a également créé un mouvement favorable, et ce fut ce qu'on appelait la détente. La détente dans l'affrontement entre les deux blocs opposés, une détente qui s'est notamment traduite par la convocation de la conférence d'Helsinki sur la coopération et la sécurité en Europe. En contrepartie d'une reconnaissance par l'Occident du statu quo territorial de l'après-guerre, le secrétaire général de l'époque, donc du PCUS, Brejnev, avait fini par accepter en 1975 de souscrire dans l'acte final de cette conférence à quelques règles de conduite des États dans l'ordre intérieur, notamment en matière de droits civiques et de droits de l'homme, persuadé qu'il était que ces dispositions pourraient être aisément vidées de leur sens dans la pratique. À tort, car en fait le document s'avérera être une arme redoutable dans les mains de dissidents pour harceler les pouvoirs dans l'ensemble du camp socialiste, où donc apparaîtront des groupes de surveillance de l'application des accords d'Helsinki. La Pologne de Gierek offre à ces dissidents une occasion en or de tester au fond cette nouvelle configuration avec une tentative maladroite de réformer la Constitution, beaucoup s'en souviendront parmi vous, réformer la Constitution en y inscrivant la mention du lien fraternel indissoluble avec l'Union soviétique, qui n'existe plus aujourd'hui. Une tentative qui signe en 1975 l'acte de naissance de l'opposition politique au régime,
une opposition qui réussira à forcer celui-ci à reculer. Et 6 mois plus tard, ce même pouvoir, incapable de maîtriser les tensions provoquées par ses choix économiques, offre à cette opposition ce qu'on peut appeler le baptême du feu, en provoquant par une forte hausse des prix en juin 1976, provoquant donc une nouvelle explosion de colère ouvrière. Et donc à Ursus et à Radom, des manifestations, comme vous le savez, sont réprimées brutalement, et les intellectuels se mobilisent en faveur des ouvriers arrêtés et traduits en justice, en créant le fameux comité de défense des ouvriers, le corps, donc, qui parvient à obtenir leur libération. Et je dirais que pour la première fois dans l'histoire de la Pologne communiste, une alliance se noue entre deux mondes qui jusque-là s'ignoraient, le monde ouvrier et le monde intellectuel. Et c'est sur ce terreau qu'apparaissent, et à Gdansk notamment, les premiers syndicats libres, aussitôt évidemment réprimés par le régime. S'y ajoute en 1978 l'élection au Saint-Siège donc, du cardinal Wojtyła, qui, devenu Jean-Paul II, soutiendra d'une voix forte et puissante cette aspiration à la liberté, notamment lors de sa première visite pastorale en Pologne l'année suivante. Je dirais que les éléments sont désormais réunis de cette alchimie qui produira cet objet singulier qu'est Solidarność. L'enchaînement des circonstances, ces pénuries et grèves qui sont le pain quotidien de la population polonaise, cet enchaînement va produire au fond cette étincelle qui met des individus en situation d'agir, de transformer et finalement de renverser un ordre apparemment immuable. Et pourtant, ce qui peut apparaître ex post comme une évidence, voire même un conte de fées, aurait pu aussi bien mal tourner comme les épisodes précédents et se terminer par une répression brutale et un nouvel échec. Et, certes, le terrain sur lequel a émergé Solidarité, les étals vides, des magasins d'État, une hausse des prix et les grèves sauvages qui éclatent un peu partout, ce terrain avait tous les aspects de la banalité et de la routine dans la Pologne communiste de l'époque. Ce qui, en revanche, sortait de l'ordinaire, c'est le cours des événements au chantier naval Lénine de Gdansk, où un ouvrier licencié quelques années plus tôt, s'appelait Lech Wałęsa, est revenu en sautant quelques barrières, est revenu, a pris la tête d'une grève avec occupation. Élu président du comité de grève des chantiers d'abord, puis de l'ensemble des comités de grève de toute la Pologne, il parvient, malgré la contestation et les turbulences inévitables, il parvient à contraindre le pouvoir communiste à signer le 30 août 1981 les accords de Gdansk, accords en 21 points, parmi lesquels le droit de créer des syndicats libres. Et un peu plus tard sera donc créé le syndicat baptisé Solidarité sur une proposition de l'historien Karol Modzelewski, qui était un des experts dépêchés auprès de Wałęsa. Cette épopée a fasciné le monde entier, le monde libre en tout cas, et la France en particulier. Les syndicats réformistes, la CFDT en premier lieu, mais aussi les autres, FO, CFTC, se sentiront en communion étroite avec leurs camarades polonais. Alain Touraine, entouré d'une équipe de sociologues, en fera un précieux objet d'étude sur le terrain. Je n'en dirai pas davantage de cette solidarité agissante des Français. Vous aurez l'occasion tout au long de la journée de cette conférence de revenir sur cette passion et les 1000 manières dont elle s'exprimera. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le chapitre ouvert par la création du premier syndicat libre derrière le rideau de fer
et loin d'avoir été un long fleuve tranquille. D'abord, parce que cette hérésie a été perçue par les dirigeants du camp communiste de l'époque comme une menace sur leur emprise sur les sociétés dans leur régime respectif. Et ensuite, et surtout, parce que ce mouvement, qui va être très rapidement fort de 10 millions de membres, est traversé de forces diverses qui tirent à U et à Dia. Certes, la robustesse de Solidarité repose sur l'alliance historique entre les ouvriers, les intellectuels et l'Église catholique, là aussi réalisée pour la première fois. Mais je dirais que c'est la stature charismatique de Lech Wałęsa, meneur d'hommes, organisateur et bon négociateur, doté d'un instinct tactique sûr qui permet en large partie de préserver l'unité du mouvement en dépit des accusations d'autoritarisme souvent élevées à son endroit. Et au fond, la pratique au quotidien de cette révolution autolimité, c'était la formule de l'époque, que préconisent les experts conseillers du syndicat, permet d'éviter les débordements incontrôlés qui offriraient un prétexte commode à une intervention armée de l'Union soviétique dont la rumeur ne cesse, telle une basse continue, de bourdonner en Pologne. Sans rien retirer au mérite de tous ceux nombreux, et il y en a dans cette salle, qui ont pris leur part dans cette épopée, il faut le créditer de cette prouesse qui à elle seule justifie la place éminente que Lech Wałęsa occupe dans l'histoire, une place que l'on voit dénigrée aujourd'hui par des tentatives de réécrire cette histoire en inventant un récit national différent. Et je me rappelle de cette caricature dont nous avait gratifié Jacek Fedorowski, Portrait nieznanego człowieka XX wieku. C'était parfaitement bien senti. Merci Jacek pour ce que tu as fait. Préparé dès après la signature des accords de Gdansk par le noyau de militaires et de policiers réunis autour du Premier ministre et bientôt premier secrétaire du Parti communiste de l'époque, le général Jaruzelski, la loi martiale paraissait à l'époque devoir mettre un terme à cette utopie. Elle n'a au fond fait que cristalliser et durcir cette résistance à une imposture, celle d'un régime illégitime qui prétendait représenter la classe ouvrière alors qu'il n'était guère que l'exécutant docile des injonctions du Kremlin. Creusant davantage encore le fossé entre une société accablée et un pouvoir acculé à s'appuyer sur l'armée et la police pour se maintenir, ce funeste 13 décembre 1981 marque en fait une nouvelle étape dans la décomposition du régime qui n'a désormais d'autre projet que celui de sa survie. Solidarité aura été, dans ce qu'on appelait encore le bloc communiste, cette voix qui, comme dans le conte célèbre d'Andersen, cette voix qui énonçait l'évidence, à savoir le roi est nu. Et c'est bien ce qui a été également amené à réaliser Mikhaïl Gorbatchev, donc le Parti communiste de l'Union soviétique a porté à sa tête en mars 1985, ce qui est avéré être une aubaine pour le régime du général Jaruzelski, qui a vu là donc une occasion de sortir de l'impasse dans laquelle la loi martiale l'avait enferré. Et c'est donc en tablant sur le dialogue ouvert avec l'opposition reconstituée autour de Solidarité, au sein de la table ronde, mais ensuite en péchant par arrogance que le pouvoir communiste, qui était persuadé de pouvoir conserver les leviers du pouvoir par le subterfuge de 65% des sièges qu'il s'est réservés à la Diète, eh bien c'est ainsi qu'il finit par mordre la poussière.
L'épreuve des urnes, en effet, le 4 juin 1989, a été et sans appel. Le Parti communiste ne remporte aucun des sièges aux élections sénatoriales, qui étaient les seules entièrement libres. Élections sénatoriales où Solidarité est en revanche portée en triomphe par un corps électoral qui exerce au fond sa liberté nouvelle au détriment de ceux qui l'en ont privé pendant des décennies. Le roi est nu. L'évidence du garçonnet du comte d'Andersen résonne avec force en cette nuit de dépouillement du premier scrutin libre, préludant à la nomination quelques semaines plus tard, sous la direction de Tadeusz Mazowiecki, nomination du premier gouvernement non communiste à l'est du rideau de fer, un rideau de fer dont la chute symbolique, quelques mois plus tard, du mur de Berlin, signera la fin. Par une ironie tragique, ce même 4 juin 1989, où la Pologne s'est libérée par le suffrage universel de Seychelles, à l'autre bout du continent eurasiatique se consommait le drame de la place Tiananmen, avec l'écrasement dans le sang du mouvement en faveur de la démocratie. Donc, l'histoire empruntait en quelque sorte deux chemins radicalement différents. Mais dans cette Europe asservie pendant un demi-siècle, Europe du centre et de l'Est, la Pologne aura été la pionnière de l'avènement de la liberté et de la démocratie, et il faut lui en savoir gré. Merci de votre attention.